La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle d'un sujet chaud de l'heure, un sujet qui fait jaser que ce sujet, c'est la ligne entre l'œuvre et le produit. Mais vous le savez, je vous le répète à chaque épisode, moi, parler tout seul, j'aime pas ça. Ça me donne l'impression que j'ai pas d'amis puis que j'ai-tu des amis, moi? En tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai un invité et on va poser à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Un gars qui a un Pikachu. Quand j'ai vu le Pikachu popper, ça m'a comme pris 2 secondes de comprendre c'était quoi, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait, lui? OK, bref. Donc, un gars qui a un Pikachu et un gars qui a un Pikachu, écoute, aujourd'hui, tu veux nous parler de la ligne entre l'œuvre et le produit. Avant qu'on embarque dans le sujet, quand tu dis la ligne entre l'œuvre et le produit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En fait, la ligne entre le... C'est comment? Parce qu'on peut pas dire, tu sais, que, mettons, on écoute un film. Oui. On peut pas dire ça, c'est un produit ou ça, c'est un œuvre, mettons. OK. Parce que ça serait un peu comme réducteur. Hein. Mais on va plus dire ça, c'est plus un produit, puis ça, c'est plus... Une œuvre. Une œuvre, ouais, c'est ça. OK. C'est là qu'on va plus définir. Pour comprendre le concept, il faut savoir c'est quoi un produit, puis c'est quoi une œuvre. OK. Fait que j'imagine que tu nous as fait la définition des deux. Ouais. OK. Ben écoute, c'est quoi? OK. Fait qu'on va commencer. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer c'est quoi l'œuvre ou c'est quoi le produit? Ou je vais te laisser choisir, comme je suis fin de même, moi. Ouais. En fait, la différence principale, c'est que une œuvre, dans le fond, c'est quelque chose, mais ça peut être un dessin, ça peut être une chanson, ça peut être un film, ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être un texte. Un livre. Oh. Un livre. Ouais, un livre. Oui, OK. Ouais, un livre, ça marche. Qui va essayer de parler de quelque chose. Puis en général, ça va être une expression de ce que l'auteur veut dire. Une expression artistique, dans le fond. Ouais, ça peut être quelque chose qui va être plus sensoriel, ça peut être quelque chose qui va être plus terre à terre, ça peut être aussi quelque chose qui est plus personnel, sur comment tu as vécu quelque chose. Ou, est-ce que tu dirais, par exemple, que, mettons, un tricot, est-ce que ça pourrait être une œuvre? C'est plus de l'artisanat. OK. Mais tu sais, parce que l'affaire, c'est que moi, je tricote. Je sais pas si tu le savais. Moi, je fais ça. Puis, dans le fond, ouais, quand je tricote, je fais des dessins. Tu sais, ça fait un dessin sur le tricot. Fait que est-ce que ça peut être considéré comme de l'art aussi? Ça, c'était juste une question personnelle parce que j'avais envie de me donner de l'importance. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va souvent appeler quelque chose qui est un objet utile, mais qui est aussi pratique, de l'artisanat. Fait que ça, c'est l'œuvre. Et qu'est-ce que le produit? En fait, le produit, c'est quelque chose dont on a parlé dans d'autres podcasts, d'ailleurs. C'est plus quelque chose qui va chercher à combler un besoin. OK. Combler un besoin ou un besoin qui n'existe pas, qu'on va faire croire que tu as besoin. Ça, on en a parlé. Oui. On en a parlé pas mal. Ça, c'est ça le besoin. Fait que là, quand on parle de la ligne entre le produit et l'œuvre, dans le fond, c'est qu'on va aller chercher où est-ce que l'œuvre a plus... Est-ce que l'œuvre veut plus dire un message, raconter quelque chose, ou l'œuvre veut plus... Se vendre elle-même, genre? Se vendre puis divertir. Fait que dans le fond, est-ce qu'on a fait quelque chose dans le but que ce soit une expression, qu'il y ait un message, que ce soit quelque chose, ou est-ce qu'on a fait quelque chose dans le sens que pour que ce soit bon et consommable? Ouais, c'est ça. Ben bon. Ben pas nécessairement bon, mais consommable. Consommable, ouais. Ouais. Quelque chose de facile à consommer. Ouais. Un peu comme les films que tu écoutes parce que
sont mauvais, mais tu n'as pas besoin de réfléchir quand tu l'écoutes. Là. Ouais, c'est ça. C'est entièrement le principe. Genre tous les films Hallmark. Après toutes les. Je dirais que la majorité des films qui sont au cinéma Ouais. vont être ce genre de films-là. Là. Sauf les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est de l'art. Puis t'es mieux de ne pas dire le contraire. Il n'y a personne qui parle en mal de mes films d'horreur. On est très bons. Là, c'est sûr qu'il faut faire un disclaimer que bon, le but, c'est plus que ce soit éducatif, parce que ça se peut que je parle en mal de certaines œuvres. Oui. Mon but, c'est pas de dire que c'est de la merde. Là. OK. Mon but, c'est juste vraiment d'être éducatif puis de dire OK, mais faut faire attention parce que l'objectif derrière, c'est pas d'être vraiment comme incroyable. Le but, c'est vraiment de vendre. Mais tout d'abord, c'est sûr que, tous les goûts sont dans la nature. Fait que tu peux trouver que quelque chose est mauvais. Tu peux trouver que quelque chose est pas apte à être une œuvre exactement ou whatever. Mais toi, tu veux vraiment parler de à quel moment où on essaye de se jouer un petit peu de son public, là. Parce que je vais bâcher des œuvres des œuvres ou des produits que j'aime moi aussi. Je vais en bâcher. Là. Tu les aimes, mais tu vas les bâcher pareil. Ouais, non, c'est ça. Parce que le principe, c'est pas de dire mon avis personnel, tout simplement, ou mes goûts. C'est plus vraiment d'aller chercher objectivement comment qu'on peut classer ça. C'est plus d'avoir le côté rationnel du truc. Là. D'avoir quand même une espèce d'objectivité neutre malgré nos propres goûts. Ouais, c'est ça. OK. C'est-à-dire que être capable de dissocier, genre, ouais, ça, j'aime ça, mais je sais que... C'est de la grosse merde. Ouais, être capable de faire ça. Là. Comme 99,9% des films de Noël. J'aime ça, mais c'est souvent de la grosse crise de merde. C'est tellement vrai, ça, en plus. Ouais. Tu vois, j'ai même des bons exemples pour comme égayer tes points. Vas-y, si tu as des exemples, c'est parfait, là, parce que, ouais, comme je t'ai écrit plus tôt, c'est ça qui me manque, là. J'ai pas mal mis le frame sur de quoi on va parler, c'est quoi les critères, c'est quoi ci, puis c'est quoi ça, puis les raisons historiques, puis blablabla. Mais les exemples m'en manquent. Moi, j'aime ça. Écoute, quand il y en a qui vont me popper dans la tête, ça va me faire plaisir. Écoute, s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est parler. Ouais. Mais j'ai fait exprès un peu parce que je me suis dit de toute façon, on va parler puis ça va nous popper dans la tête. Là. Exactement. Ça fait plus naturel, tu sais, ça fait comme... Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. En fait, un des premiers éléments, c'est qu'on parle de Andy Warhol. Andy Warhol, OK, oui. Ouais, le gars qui a fait genre les Marilyn Monroe là, en pop art. Là. Oui, tu sais, comme tu as les 4 couleurs... ouais. Les 4, je pense, je ne suis pas sûr, peut-être que je me trompe, là, mais comme dans différentes couleurs, puis comme un petit peu avec des points, puis des trucs, là, un peu à la... J'ai l'image dans ma tête. Pour ceux qui regardent le podcast à l'audio, qui vous voulez savoir de quoi on parle, allez voir la version YouTube, vous allez voir l'image, je vais la mettre ici. Dans le fond, c'est ça, il a observé un phénomène aux États-Unis, comme quoi il y avait de moins en moins de différences au niveau culturel entre les pauvres et les riches. OK. Fait que là, il a réalisé que peu importe si t'es pauvre, t'es riche, en général, tu vas consommer les mêmes produits. On parle de quel type de produit exactement? Ah, tous les produits. Là. OK, tous. Okay. Les autres, ils donnent l'exemple du Coca-Cola. OK. Dans le fond, n'importe quoi. Les cigarettes, là, ça peut vraiment être n'importe quel produit. Ça, c'est un phénomène qui a commencé dans les années 60 surtout, mais qui s'est aussi propagé partout dans le monde. Parce que la culture américaine s'est vraiment propagée de façon elle a envahi le reste de l'humanité. Là, ouais. Elle a envahi, ouais, c'est ça, envahi le reste de l'humanité. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé comme une espèce de monoculture. Ça a comme créé une espèce de visuel homogène. Ça a enlevé des diversités culturelles qu'il y avait partout. Ça a créé comme des espèces de recettes de base que les gens ont de plus en plus de la misère à aller en dehors d'eux.
Ouais, c'est ça. Les gens, en plus, en dehors de sortir de ces patrons-là qui sont préconçus, puis tu sais, c'est pas pour rien que les Américains vont souvent prendre des œuvres, mettons, québécoises là, ou françaises, puis ils vont les adapter aux États-Unis parce que c'est comme s'il fallait absolument respecter cette recette-là, parce que sinon, ça marche pas. Ben, un peu Alors comme le que... film Starbuck, justement. Je C'est sais à pas lui que je pensais, d'ailleurs. exactement. Un film québécois à la base. C'est un film québécois avec Patrick Huard. Excellent film, by the Mhm. way, moi, je trouve. Ah oui, Et c'est un bon film, ouais. ils ont fait la version américaine et vraiment, c'est pratiquement le même film, sauf qu'ils ont américanisé beaucoup de choses dans le film. Tu sais. Fait que c'est Mhm. comme un peu weird quand tu regardes ça là, venant de, tu sais, comme je regarde un film qui a été fait par un Québécois, par des Québécois, puis je suis Québécois, puis je regarde ça, puis après ça, je regarde la vision que les États-Unis ont de la même histoire. Puis des fois ça flatte un petit peu dans le sens contraire du poil. Là. Ouais, non. C'est... Mais la phrase, c'est qu'ils vont vraiment venir dénaturer, alors que moi, je serais plus dans un principe de, OK, mais l'œuvre a été faite comme ça. Regarde-la donc comme ça, apprécie-la donc comme ça. Mhm. Ça va être une expérience beaucoup plus enrichissante. Ben, Mais, fait que toi, est-ce que tu es fan de, mettons, que tu écoutes un film, tu vas l'écouter avec les sous-titres là, dans la langue originale ou? ah, ouais, ouais, ouais. OK. Définitivement, définitivement. À part en anglais, parce que je comprends l'anglais. Ouais. Mais, mais ouais, effectivement, je vais toujours essayer d'écouter des œuvres dans leur langue originale avec les sous-titres pour essayer de moins possible dénaturer l'œuvre. Parce que souvent, un sous-titre écrit va déformer moins qu'un sous-titre que des paroles. Parce que les paroles, il faut que ça fasse avec la bouche. Mais Fait qu'on va perdre beaucoup. qu'est-ce que tu penses d'un film un peu comme The Grudge, le premier The Grudge, qui est un film japonais à la base? J'ai même Euh, pas vu ça. OK. C'est un film d'horreur. Et c'est un film d'horreur japonais à la base qui s'appelle The Grudge. Et ils ont fait un remake américain, évidemment, qui s'appelle aussi The Grudge, puis qui est avec Sarah Michelle Gellar, là, notre Buffy de Vampire Slayer national. Mais Hmm. pour faire le film américain, ils ont pris le même réalisateur japonais qui a réalisé le film au Japon. Ça, c'est quand même... C'est vraiment cool. Ben, tu sais, C'est déjà moins pire. le film se ressemble quand même beaucoup. J'ai vu les deux versions. Le film se ressemble quand même beaucoup. Mais encore une fois, tu vois qu'ils ont américanisé la chose, là, tu sais. Ouais, ce qui n'était pas forcément nécessaire, là. C'est ça, pour ça que moi j'ai de la misère, là. Je trouve que c'est juste pas nécessaire tout le temps d'adapter quelque chose. Des fois, c'est juste mieux de le laisser comme ça. Ouais, mais tu sais, je pense qu'en même temps, c'est peut-être que ça. Entre bref, j'ai un petit peu de misère parce que moi, j'ai pas eu de problème avec la version japonaise. Là, je l'ai trouvée très, très bonne, mais en même temps, j'écoute beaucoup de films sous-titrés en japonais. Fait que tu sais, je suis comme. Peut-être que je suis habitué à. Tu sais. Moi aussi, je suis vraiment habitué, puis j'adore les films japonais, là. Les films japonais, je trouve qu'ils sont un petit peu, sont souvent plus détaillés, plus précis, Puis ils vont plus loin. mais j'ai l'impression qu'ils se permettent justement d'être plus outside the box puis plus flyés que la recette américaine, genre. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, ils vont plus nous étonner. On va être plus surpris quand on va regarder le film. C'est quelque chose qui est très rare. C'est rare, je vais au cinéma, je m'attends quasiment à la fin du film en regardant le film. Puis c'est que j'ai aucun plaisir. Puis les gens font hey, c'était bon. Je sais pas, mais moi, je suis pas capable d'avoir du plaisir, malheureusement. J'aimerais vraiment être comme vous puis avoir eu un bon moment, mais malheureusement, c'est pas le cas. Quand tu peux dire tout ce qui va se passer dans le film de A à Z avant même que ça arrive, là. Ouais, non, c'est ça. C'est comme ça Ouais. valait-tu vraiment la peine d'écouter le film? Ben, ça, j'imagine que c'est un bon exemple de c'est un produit parce qu'on nous remâche ce qu'on a déjà mangé. Là. Mais en fait, c'est ça. Le principe, c'est qu'on va. Le capitalisme, quand il est arrivé, on a comme pris tout ce qui était artistique, puis on a voulu faire de l'argent avec. Fait que ce que ça a introduit, c'est que c'est justement, ça a introduit des principes que les films vont utiliser pour essayer d'aller chercher le plus de personnes possible.
La façon qu'on va faire ça, c'est qu'on va rendre les films très, très accessibles. Puis ça va faire qu'on va simplifier les personnages le plus possible. Souvent, ils vont être même des archétypes. C'est-à-dire qu'ils vont plus être des recettes toutes faites, qui vont juste toujours réutiliser dans chaque film. Puis ils vont travailler plus sur son visuel que sur sa personnalité. Ou souvent, ils vont plus avoir un caractère qu'une personnalité. C'est comme quelqu'un qui se fâche souvent. Ou, il ne va pas vraiment avoir de nuances dans le personnage. Là. Il n'y aura pas vont nécessairement d'historique, plus une façon d'agir, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ils vont plus être le plus populaire, c'est l'archétype du cowboy. Là. Ouais. Comme le gars qui parle pas beaucoup, mais qui est badass au bout. Là. Ça, c'est comme le plus populaire, là, puis le plus utilisé. Il est quasiment dans quasiment tous les films. Ouais, presque tous les films ont le personnage cowboy. Ouais, ça, c'est vrai. Ah ouais. Puis c'est ça, fait que ça va faire qu'on va avoir on va avoir comme l'impression de toujours revoir les mêmes personnages, même si esthétiquement ils sont très différents. Ouais. Puis dans le fond, ils vont plus vendre l'esthétique du film. Puis ils vont essayer de rendre les visuels attrayants et iconiques. Ben, genre Pikachu. Ouais. Ben, tu sais, c'est un bon exemple, effectivement. Mais l'affaire aussi avec ça, ce que je me demande de mon côté, c'est que c'est là où, tu sais, comme c'est devenu une espèce d'algorithme de, OK, comment qu'on peut reacher le plus de gens possible? Comment qu'on peut faire pour que le plus de gens possible voient ce film-là? Ce qui mettons, dans les films d'horreur, va malheureusement donner le pour tous, là, ou le 13, là, le PG-13, là, qui parfois bug en esti. Puis je trouve que ça censure un peu exactement ce que les gens peuvent vouloir dire. Mais on a divergé un peu pour parler beaucoup des films. Mais tu disais qu'à l'époque à Andy Warhol, il avait noté que les riches et les pauvres consommaient les mêmes produits. Ils consommaient les mêmes choses. Puis je t'ai comme interrompu pour aller ailleurs avec ça. Ouais, non, c'est ça. C'est dans le fond, les gens vont s'attacher au branding puis à la publicité, puis ils vont être influencés par ça. Ce qui fait que les gens vont commencer à agir un peu de la même manière, peu importe leur classe sociale. Un peu comme on avait parlé là, dans un épisode précédent aussi là, sur la consommation. Ouais, c'est ça. Pour les gens, mettons, une Mercedes, c'est un char de luxe, puis une Toyota, c'est un char moins de luxe. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai les deux. La réalité, c'est que c'est des chars. Oui, c'est ça. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que c'est des chars. C'est ça. C'est vraiment. C'est plus l'idée de la marque. C'est pour ça qu'on a les marques comme Toyota vont, mettons, créer une marque Lexus, qui est la même marque, mais pour donner l'impression que c'est un autre produit de luxe. Puis ça, c'est très fort en Amérique. On va vraiment aller chercher ça. Fait qu'on va aller beaucoup chercher l'image et le branding. Puis c'est ça qui va vraiment centrer toute la consommation médiatique. Puis là, c'est sûr que je parle principalement des films parce que c'est la chose la plus facile à voir. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment ça puis qui ont accès à ça que d'autres choses, par exemple. Là. Mais ça peut être aussi vrai pour la nourriture. Là. Ouais. En général, tout va être trop sucré. Ouais. Oh my God, tellement! La raison pourquoi c'est trop sucré, c'est parce que la plupart des gens aiment les choses sucrées. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des produits sucrés. Mais le pire, c'est que des fois, il y a des gens qui vont venir de d'autres pays puis ils vont goûter nos bonbons ici au Québec puis ils vont être comme « Oh my God, c'est bien sucré cette affaire-là! » Genre comme... exactement. Mais tu sais, nous autres, on a été élevés là-dedans, fait comme... C'est ce qu'on connaît. J'ai commencé à consommer des trucs moins sucrés. Puis vraiment, c'est meilleur. Ben, moi, des fois, je me commande, parce qu'il y a des sites Internet là, qui vendent des bonbons japonais. Puis j'ai eu un gros trip là-dessus. Là. Puis sincèrement, je suis sûr qu'on en a déjà parlé en plus, mais oui. ça se peut. Mais j'ai commandé un produit, puis eux autres, quand ils disent que quelque chose goûte les fraises, ça goûte les fraises. Ça goûte pas le sucre. Ça goûte les fraises. Fait que, tu sais, il y a vraiment une grosse différence entre les bonbons ailleurs puis les bonbons ici. Là, ça, c'est malade. Là.
Ouais, donc souvent, nous autres, en fait, on va essayer de cacher le plus possible le goût par le sucre. C'est pareil pour les cafés glacés, c'est parfait pour... on veut pas que ça goûte le café, on veut que ça goûte le sucre café. Mais Et moi, ça... Ouais. moi j'aime ça, le sucre dans mon café. Au point que ça goûte le sucre au café? Non, non, non. Wow, wow, wow. J'ai quand même besoin du goût du café. Là. C'est comme. Oh, J'ai ouais, non, quand c'est même ça. besoin j'ai besoin que ce soit bitter un petit peu. Là, t'sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose comme ça. Généralement, quand on va aller manger un produit, genre une bouffe quelque part, là, généralement, ça va être une adaptation. Tu sais, mettons que je vais dans un resto asiatique, c'est rare qu'ils vont faire un repas asiatique. Ils vont plus faire une espèce d'adaptation pour que les Blancs puissent le consommer. Ouais, ce que nous, on appelle restaurant chinois, ça ne sert pas nécessairement des vraies recettes chinoises, mettons. Non, c'est ça. Exactement. C'est comme je parlais, j'ai un de mes amis qui vient de la Chine, justement, et OK. on parlait de ça, et j'ai demandé, tu sais, comme, tu sais, on parlait de ça, puis du chop suey. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas en Chine, du chop suey. C'est totalement, genre, c'est totalement quelque chose qui est américain, canadien, tout ça, là, ça n'existe pas en Chine, cette recette-là. Mais vu que tout le monde trouve que c'est chinois ici, les restaurants chinois vont le mettre sur leur menu. Pourquoi? Parce que ça vend. Je C'est suis comme ça. découragé. Puis il y Je a suis d'autres affaires. découragé. Je suis sûr qu'il y a d'autres affaires qui sont comme ça aussi, mais comme ça, c'est celle-là qui m'a vraiment frappé là, parce que comme tout le monde au Québec sait c'est quoi du chop suey, là, je veux dire, on en a tous mangé quand on était jeunes. Ouais, ouais. C'est vraiment décourageant. Ouais. Oh my God. Euh, Mais bon, hein, ça, on n'est pas toujours. Mais avant aussi, je voulais amener, c'est un peu aussi comme tu sais, là, les tableaux peintres, les peintureurs, les personnes qui peignent des tableaux. ouais. Euh, mais tu sais, comme il y a beaucoup de tableaux qui vont être peints, puis ça va être beau, puis le message en arrière va être magnifique. Puis quand tu vas dans le milieu de l'art, ça ne vaut pas plus que genre de la cause crise de merde, mais une autre affaire qui vient de Chimoukmouk de Bububu, qui lui commence à vendre, puis tout ça, puis que ses affaires, c'est juste des carrés dessinés sur un tableau, puis qu'il n'y a pas vraiment de message, mais ça vaut genre des 350 milliards de dollars. Là. Comme, là, Ouais. j'exagère un petit peu, mais tu sais, comme c'est comme une espèce d'industrie de qui décide qu'est-ce qui est un produit, un petit peu de ce niveau-là, qu'est-ce qui est un produit, puis qu'est-ce qui est comme du Ouais, hobbyiste. ouais, mais en fait, je pense que c'est plus une question de chance, là. C'est Ouais. qui pogne puis qui pogne pas, là. C'est vraiment une question de luck, là, rendu là, là. Parce qu'effectivement, travailler à faire quelque chose de vraiment beau, puis après se faire battre par un carré, c'est sûr qu'un carré peut être important dans son contexte historique. Par Ben, exemple, tu sais, en Russie, je pense qu'il y en a un qui avait fait ça, puis ça avait fait choquer, puis il l'avait fait pour que ça choque. Puis c'est mais là l'effet que ça a fait. ben, il y a une œuvre d'art d'il y a plusieurs siècles, ben, j'exagère peut-être là, parce que je ne m'y connais pas trop à ce niveau-là, mais qui s'appelle genre carré blanc sur un fond blanc. Là. Ouais. Fait que c'est quand même. Tu sais, oui, ça a révolutionné l'art, ça fait partie d'un mouvement artisanal, ça fait partie d'un mouvement comme ça, mais en même temps, des fois, je suis comme Caroline. Mais c'est parce Mais que ça, c'est souvent, moi. il y a des trucs qui ressemblent plus à des designs qu'à des œuvres. Mais c'est même, mettons Picasso, même si c'était un écœurant, hein, il savait peinturer, il savait dessiner. C'est juste qu'à un moment donné, il a fait un style différent, puis ça a pogné. Mais tu sais, quand on regarde son historique, ben, on sait qu'il savait peinturer, il savait dessiner pour de vrai. Là. Non, c'est ça, il savait comme quoi faire de sa vie aussi. Là. Il y avait un background. Ouais, OK. OK. Ouais, c'est ça. Tandis qu'il y a beaucoup, il y en a qui peuvent dire, ah, j'étais un artiste, mais en fond, ça l'est pas. Mais lui, tu vois qu'il l'était pour vrai. Là. Ouais, mais c'est sûr que souvent, c'est plus le social qui va décider si quelque chose est bon ou non.
Ben, c'est que moi, j'ai l'impression des fois que c'est un peu l'industrie tu sais, comme mettons des galeries d'art, puis tout ça, puis nanana, que si une personne qui est considérée avoir du goût en art va dire ah, lui, il est bon, puis là, tout le monde va dire qu'il est bon, puis tout le monde va vouloir se l'arracher. C'est un peu à ce niveau-là que je trouve que ça devient comme un produit au lieu de vraiment Oui. l'œuvre, genre. Ouais, ouais. Puis le fait que ce soit simple, souvent, ça peut prendre moins de temps à le faire, là. Mais c'est sûr, là. C'est pas, je pense qu'à peu près tous les domaines sont victimes de ce principe-là, là. C'est pareil pour le jeu vidéo, là. Mais non, mais moi, je dis que tout le monde devrait suivre l'adage. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu sais, moi, je pense que les gens devraient vraiment comme compliquer leur vie. Non, c'est pas vrai. Peut-être avoir un petit peu plus de complexité, ça ferait pas de mal, là. Mais Ouais, non, c'est ça. Complexifiez vos personnalités. Non. rendez-vous incompréhensible. Commencer à parler dans un espèce de braille que personne ne comprend à part 3-4 personnes, puis créer un club d'élitisme. Parler en braille. J'imagine les points qui sortent, tu sais, comme le truc qui sort de la bouche avec les points dessus, genre, oh my God. Oui, bon, Rendu là, c'est un super pouvoir, là. Et donc, pour en revenir à notre sujet, donc, les riches et les pauvres consomment le même produit. À ce moment-là aussi, c'est que les études sont faites euh, pour voir qu'est-ce qui va vendre le plus, qu'est-ce qui va intéresser les gens, puis qu'est-ce qui va toucher le plus de monde, dans le fond. ouais, fait que la vente est rendue la question principale à sortir un film. Ou peu importe. Mais là, je trouve que les films, c'est juste le truc le plus simple à parler. C'est pour ça que je dis les films. Oui, oui. Tout le monde connaît les films en général. C'est ça ça va donner des sujets un peu bizarres. Ça va donner des résultats un peu monochromes. Là. C'est peu intéressant. Qui vont sûrement aller chercher la même affaire. Mais là, j'ai un exemple historique ici. Oui, Puis, je vais parler d'une œuvre que j'aime quand même beaucoup, OK. mais qui a commencé un peu cette partie-là là, de bullshit OK. cinématographique. C'est Star Wars. C'est même un chandail de Star Wars. Dans le fond, c'est quand dans les premiers Star Wars, dans le 4, 5 et 6, mais il Oui. continue après dans un peu plus tard, mais ça a commencé avec ces films-là. C'est quand on va voir Darth Vader, en général, on va voir la marche de l'empereur qui va sonner en arrière. Oui. Puis, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre cette chanson-là, puis l'adapter selon le contexte de la scène. OK. Fait que, mettons que la scène est triste, ben ça va faire. Pa, 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 pa. C'est de l'action, ça va être vraiment vite. Dans le fond, ça va être un outil pour dire aux téléspectateurs qu'est-ce qui se passe. Le méchant, il est là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va vraiment définir, OK, là, il se passe ça. Fait que ça va être comme un espèce de guide vraiment facile pour la personne qui regarde pour dire, OK, je suis rendu où, je suis rendu comment, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, puis blablabla. Sauf que c'est pas une mauvaise idée de donner des signes à ton téléspectateur pour savoir où tu es rendu. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que le problème, c'est que quand tu surutilises ces outils-là, ça se transforme en cliché. OK. Fait que ça veut dire que on va plus dénaturer puis faire OK, mais c'est vraiment bizarre. Ben, souvent, maintenant, c'est même rendu que, tu sais, comme mettons les films ou les jeux vidéo, whatever, tu sais, il va y avoir des character teams qui est des musiques spéciales pour les personnages, justement. Est-ce que ça vient pas un peu de ça, genre? Ouais, ben ça va être un petit peu plus précis parce qu'il va y avoir plus de personnages. Des fois, effectivement, ça peut être utile, mais là, le problème, c'est qu'on sait déjà d'avance, OK, mais lui, ça va être le méchant. C'est ça, c'est qu'on a gardé la même recette, puis là, c'est comme, bah, OK. Fait que, tu sais, on va entendre, ah, tiens, la marche de l'empereur part, ah, on sait ce qui se passe. Mais c'est sûr que c'est vieux comme le monde, le principe des méchants et des gentils.
Sauf que je pense pas que de dire qu'il y a des gentils et des méchants, ce soit très représentatif de la vraie vie. Là. Non, Ça ben, reste, c'est encore une fois, on enlève la complexité, là, tu sais, comme des personnes. en général, une personne va. C'est rare quelqu'un qui est purement méchant. Là. C'est quelque chose qui est très rare dans la vraie vie. Là. Il va faire des actions qui sont méchantes, mais il va pas être forcément méchant lui-même. Ou parce que souvent, les gens vont plus agir par leur éducation. Ils vont pas agir par pure méchanceté. C'est juste que dans leur façon de voir les choses, faire telle action, c'est correct. Ou ils Ben, vont manquer d'imagination ou d'éducation. C'est pour ça qu'ils vont faire ça aussi. Si, ça, blablabla. ben, souvent, dans la vraie vie, les gens dits méchants, les vilains, entre parenthèses, ils n'ont pas nécessairement conscience qu'ils sont les méchants non plus. Parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est le bien, tu sais. C'est pour le bien de quelque chose, genre, par rapport justement à, comme tu expliquais, leur éducation, leur identité sociale, tout ça. Tu sais, c'est plus complexe que, comme dans les films, que le méchant qu'il sait qu'il est un méchant, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, en général, on est capable je pense qu'on est capable d'exprimer un film puis de pas mettre des méchants qui sont super clichés. Là. Je pense qu'il y aurait moyen, même dans les films populaires, de faire qu'il y ait plus de nuances entre les méchants et les gentils. Puis que des fois, ben, le méchant, c'est pas un méchant. Ça peut être la situation, le méchant. Tu sais. En fait, on parle d'antagonisme en Oui. termes de cinéma. L'antagonisme peut être un phénomène naturel. Mettons qu'on filme, genre, on parle de, je sais pas, d'un apocalypse de zombies parce que t'aimes les films d'horreur. Oui, l'antagoniste, c'est la horde de zombies, dans le fond. Ben, l'antagoniste, c'est l'infection. Tu sais. OK. C'est le fait que les gens sont en train de donner des zombies. Puis, tu sais, dans le fond, tu essaies de comprendre, OK, comment les gens ils vivent maintenant qu'il y a un apocalypse de zombies. C'est quasiment plus intéressant de faire que de faire ah, il va y avoir un méchant. Ouais. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal plus le fun. Ou genre les films, mettons, de volcans ou de tornades ou de fin du monde, là, où que c'est la nature qui devient l'antagoniste. Là. Ouais, puis c'est ça. Il y a eu Souvent, une grosse mode de films comme ça à un moment donné. Genre, c'était comme. Je pense que en même temps, il y a eu 20 films de volcans, puis de tornades, puis de tout ça qui sont sortis en même temps. Là. ouais, mais mettons, il y a un film, là, c'est un gars, il y a une roche qui tombe sur lui, il faut qu'il se coupe le bras. Là. Ouais. Ben, ce film-là, tu vois, le méchant, c'est une roche. Là. Ouais. OK. Mais l'affaire, c'est que c'est Ça, c'est cliché en esti parce qu'on l'a vu vraiment souvent. ben, c'est une histoire vraie, je pense, le film. Ah, OK, tu parlais du film précis, mais je veux dire, ça arrive souvent que tu vas voir un film, puis là, il y a une roche qui va tomber sur quelqu'un, puis là, il faut que tu lui coupes la jambe ou le bras pour pouvoir le sortir de là. Ça Ah reste un ouais. cliché, là. Mais là, je comprends ce que tu veux dire. OK. Ouais, non, je parle de la situation réelle où on va. OK. Genre, le film porte sur ça, sur comment il s'est passé, ça s'est passé dans sa tête, puis OK. etc. Ah, je pense que je n'ai pas vu ce film-là. C'était peut-être pour ça que moi, je voyais juste les clichés. Ouais, mais non. C'est pas Mais vraiment tu sais, important là. des fois, le cliché, ça arrive dans la vraie vie aussi. Faut pas l'oublier. Le cliché. Les gens vont Ben, commencer à suivre les codes du cliché, même dans la vraie vie. ben, tu sais, c'est comme tu sais, dans les films Disney, là, l'espèce de cliché de la belle-mère méchante. Là. Ben, tu sais, je Ah, veux ouais, dire, il y ouais. en a dans la vraie vie des belles-mères méchantes. Là. Ah, ouais, ouais. Je veux Hey. dire, ouais. Parce que donc, j'ai le blanc, là. Au Québec, on a une histoire là-dessus. Là. Oui, Avant Aurore, l'enfant l'enfant martyr. martyr. Ouais, Oui. voilà. C'est un classique de la culture québécoise. Ouais. Je dirais pas un classique de la culture québécoise, mais mettons peut-être une histoire qui a marqué notre histoire. Ouais, boy, hein? Un classique, genre, quand tu dis un classique, genre, ça sonne comme ça arrive souvent, on aime ça battre nos enfants, nous autres. Genre, comme, fait que, mettons, non, mais c'est une histoire qui a marqué la culture du Québec, pour vrai, ça, c'est vrai, là. Parce que c'est quand même horrible ce Ouais, qu'elle a vécu, là. ouais. Et justement, j'ai vu un film américain qui s'appelle The Curse of quelque chose, genre. Puis ils ont fait une histoire de fantôme relié à Aurore, l'enfant martyr.
Ben voyons. Ouais. Très mauvais film, by the way, là, mais dans le fond, dans le fond, c'est un site de caméra qui vont dans la maison où ça s'est passé. Puis là, il y a des affaires de fantômes puis d'esprits qui se passent. Puis là, ils se font maganer comme Aurore l'enfant martyr s'est fait maganer. Puis en tout cas, bref. Grosse affaire. Crise de mauvais film, je vous le recommande pas. Puis très américain, là. Très, très, très américain à petit budget, par exemple. Mais ouais, l'horreur, c'est vraiment un des genres les plus difficiles à réaliser. Oui, je t'écoute. Parce que c'est facile de tomber dans le cliché. Oui. Mais C'est vraiment facile. L'affaire avec ça, c'est que les films d'horreur ont pris ce côté-là, recette vraiment beaucoup. Comment est-ce qu'on fait un slasher de cette façon-là? Comment qu'on fait un film gore de cette façon-là? Comment on fait une comédie d'horreur de cette façon-là? Comment est-ce qu'on fait un thriller d'horreur de cette façon-là? J'avoue qu'il y a beaucoup de recettes, puis que quand tu regardes beaucoup de films d'horreur, comme moi, je regarde beaucoup de films d'horreur, il y a des affaires qui se répètent, puis 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 qui se répètent. Là. Ça finit plus, tu sais. Mm-hmm. Puis, autant dans les grosses productions, que ce soit les grosses productions hollywoodiennes, que les productions à plus petit budget, puis plus indie, en parenthèse, là. Mais l'affaire, c'est que moi, ça, je suis juste vendu au film d'horreur, fait que j'arrive quand même toujours à trouver quelque chose d'original. Mais tu sais, des fois, tu vas lire le synopsis d'un film, tu vas être comme « Ah! C'est bien un bon synopsis, j'ai jamais vu ça, genre comme je veux voir ce que c'est. » Finalement, quand tu le regardes, c'est tout du remâché, puis t'es comme « T'avais une bonne idée, mais pourquoi tu l'as fait de même? » J'ai vu un film au cinéma d'horreur, puis je suis sorti, j'ai comme « Ah, mais c'était plate, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'éléments horreur, que ce soit juste psychologique. » Mm-hmm. Puis je pense que ça a été plus intéressant. Comme... Ben, l'affaire, c'est que des fois, ils vont aller vers un espèce de côté... tu sais, comme, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais tu sais, des fois, on dirait que le film change de genre en plein milieu du film. Là. Ouais. Ben, des fois, c'est ça l'affaire, c'est que tu aurais dû rester dans le... Tu sais, comme tu dis, tu aurais dû rester dans le psychologique. Tu sais, comme... Ouais, c'est ça, mais c'est que l'enfant, la fille, elle avait comme un autre elle dans elle. Ah, diabolique? Non. Ouais. Je sais de quel film, puis il est comme en arrière de sa tête, là. Ouais, c'est ça. Ok, puis genre, ouais. prend le contrôle de son corps, puis... Tu vois, c'est vrai que ce film-là aurait été meilleur si ça aurait été un problème psychologique plus que littéralement une créature qui prend possession derrière de sa tête. Mais ouais, non, effectivement, ce film-là a été... tu vois, ça, c'est un film que j'étais comme super bon concept, vraiment mal exécuté. Genre. Ouais, puis en plus, c'est qu'il en manquait pas grand pour que ce soit bon. Là. Non, exactement. Il en manquait pas grand, vraiment pas beaucoup. Mais non, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je te donne le point à 100%. Ouais, non, c'est ça. Là, j'ai regardé ce film-là, puis je suis comme... C'est tellement décevant, parce que 80... Il aurait juste changé un peu, genre, la fin, là. Ça aurait été excellent. Oui, à partir du moment où que... Moi, je dis qu'il aurait fallu qu'il se mette à changer à partir du moment où elle est dans prison, puis qu'il y a comme cric, là. T'sais? Mais bref. À partir de ce moment-là, c'est là qu'il aurait dû prendre une route différente. Mm-hmm. Mais bref. Ouais, c'est ça. Et donc, la ligne entre l'œuvre et le produit, donc, est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu... parce que, tu sais, quand on parle d'une œuvre qui est devenue un produit, la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est Harry Potter. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, Harry Potter a été à la base une œuvre littéraire, c'était un livre, c'était une œuvre. Ben oui, c'était très bon quand je... Ouais, OK. Je ne vais pas dire qu'Harry Potter, c'est pas bon, c'est pas vrai, j'ai aimé les livres. Mais maintenant, Harry Potter, c'est une machine à consommation. On essaie juste de trouver de plus en plus de choses à faire dans l'univers d'Harry Potter pour nous les vendre parce que les livres ont tellement été un succès qu'on veut nous genre remplir la face de Harry Potter, là, tu sais. Mais je pense que c'est justement un principe où
on est arrivé avec un concept intéressant. Ah, une école de sorciers, c'est cool, ça. Puis c'est vrai que les premiers Harry Potter étaient très bons. Là. Oui. Ça tombe dans le cliché de genre, je suis un nazi, puis je vais prendre le contrôle du gouvernement. Puis là, c'est là que moi, ce que j'aimais d'Harry Potter, c'est qu'on rentre dans l'école, puis il y a des trucs qui volent, la bouffe, elle se pend de partout. Moi, je pense que c'est ça qui est bon d'Harry Potter. Mais effectivement, on est vraiment tombé rapidement dans le cliché après pour faire OK. Là, Moi, on en va dessus par là, puis OK. moi, tu sais qui le méchant dans Harry Potter que je trouve le plus épeurant? C'est qui? Le rat? Non, c'est la femme qui travaille pour le gouvernement, habillée tout en rose, là, qui est tout le temps. Ah oui, non, pas... J'ai un blanc de son nom, là. Ouais, Amber. Dolores. Ombraise. Ah, Umbridge, oui, c'est ça. Umbridge. Ouais. Dolores Umbridge. Puis, j'avais lu une théorie de pourquoi est-ce que Dolores Umbridge est plus épeurante que Voldemort. Ouais. C'est parce que Voldemort, c'est cette créature-là qui est comme justement un cliché du méchant, qui n'a pas nécessairement, tu sais, il a comme conscience qu'il est méchant, puis il veut détruire pour détruire, tu sais, c'est comme ça. Tandis que Dolores Umbridge, c'est le genre de méchant qui peut exister dans notre vie pour vrai. Une personne qui est comme intolérante, une personne qui est comme désagréable, qui va se mettre à l'avant de tout et qui va diminuer tout ce qui est hors de ce qu'elle juge acceptable. T'sais. Donc, j'ai eu une directrice comme ça. Fait... C'est ça. Ouais. Donc, c'est une méchante réaliste, dans le fond. Comme... Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait exister dans notre vie, puis même des gens probablement peuvent avoir quelqu'un de même comme directrice dans la vraie vie. Là. Exactement. Puis, pas nécessairement en tant que directrice, mais en tant que patron, en tant que collègue de travail, en tant que parent, malheureusement. Ouais, c'est aussi beaucoup plus intéressant comme personnage que Voldemort. Hein. Ben oui, parce que tu sens justement une complexité dans ce personnage-là que Voldemort n'a pas. Non, Voldemort, c'est juste un méchant. C'est ça, c'est le stéréotype même du méchant. Puis, tu sais, c'est pas que nécessairement qu'être le stéréotype du méchant, c'est une mauvaise chose ou quoi que ce soit, mais pense pas venir nous surprendre avec ça, puis pense pas, genre, que ce que tu vas créer va devenir, genre, iconique, même si Harry Potter est devenu iconique, là, on s'entend, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas Voldemort qui a fait que c'est devenu iconique. Là. Non, ça c'est sûr, mais tout le monde le connaît quand même. T'sais. Parce que justement, puis bon, je vais spoiler alert tout le monde dans Star Wars. Là. Hey, hein. Si vous n'avez pas vu Star Wars, je me pose des questions. Hein. Rendu là, si vous ne connaissez pas déjà tous les spoilers de Star Wars, là, vous vivez en dessous d'une roche. Ouais. Justement, ce qui était vraiment surprenant à la fin dans Star Wars 6, c'est que Darth Vader, il prend Darth Sidious et il le fout dans le... ça avait fait un choc parce que tout le monde le voyait, OK, mais lui, c'est le méchant. Mm-hmm. Il est inscrit dans la boîte méchant, il ne peut pas changer, puis là, tout d'un coup, je clame, il met Darth Sidious dans le truc, puis comme l'important, c'est de protéger mon fils. Avant d'être un méchant, je suis un père. Exactement. Il y a eu cette complexité-là, genre de... il y a eu un choix à faire par rapport à ce qu'il était, ce qu'il a vécu lui-même dans son enfance. On pense à Anakin, là. Mais bon, on ne va pas trop aller dans les... Bref, mais c'est ça, c'est là où que l'œuvre devient un peu plus complexe, devient un peu plus originale. Et je pense que, ne serait-ce que les dessins, ne serait-ce que... une personne qui va faire un dessin ou un tableau pour que ce soit juste visuellement attractif pour les yeux, ça va peut-être être moins intéressant qu'une personne qui va laisser exprimer ses émotions, qui va mettre du jus dans sa toile. Puis moi, je pense que tu peux faire une œuvre, une nature morte, par exemple. L'exemple de la nature morte qui vient, c'est le bol de fruits. Mais je veux dire, il y a une manière de faire une nature morte, puis de mettre de l'émotion dans sa nature morte, de mettre des émotions, puis tout ça.
Puis, je pense que tu peux voir la différence un peu entre les deux aussi. La personne qui l'a fait pour que ce soit beau, puis la personne qui l'a fait, genre, avec tout son être aussi, tu sais. Euh, on voit beaucoup maintenant dans le monde de l'animé des styles visuels qui sont pas comme Animé. propres. Non, mais ils sont pas comme. Ils suivent pas vraiment les guides, là, les guides de nom. Je pense que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais c'était comme des. C'est genre une fille qui a plus été déshabillée, puis genre était puissante, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'animé. Il la kill? Kill la Kill, c'est ça. Exactement, Kill la Kill. Kill la Kill, c'est pas l'anime que j'adore le plus au monde. Mais, c'est arrivé avec quelque chose d'intéressant, c'est que les personnages sont souvent difformes par rapport à la scène. OK. Tu vas arriver à une place, puis tu as l'impression qu'un personnage est rendu 3 fois sa taille, puis ils vont pas respecter les perspectives. C'est juste intéressant visuellement parlant, tu sais, ça fait comme un what? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, je sais qu'il y a Devilman Crybaby de Netflix qui l'a fait aussi. Là, tu arrives avec des personnes. Genre, le gars, il arrive en auto, puis tu vois l'auto, elle se déforme par rapport à la caméra. Puis ça rend l'esthétique plus intéressante. Il y a des gens que, justement, ce genre de petites choses-là va vraiment les déranger. Oui. Mais moi, ce que je trouve de ces œuvres-là, ce qui fait que c'est intéressant, c'est ces imperfections-là. Tu sais, quelque chose qui est un petit peu imparfait, qui va être un peu par lui-même, une œuvre qui va pouvoir pas se comparer aux autres, mais vraiment différente. Ben, c'est ça qui crée un peu plus d'âme dedans, genre. Ouais, c'est ça qu'on sort de la recette préfaite, puis qu'on aille vraiment chercher, OK, c'est différent, tu peux découvrir quelque chose. C'est la même chose avec de quoi de vraiment simple, le film Avatar, là, Oui. avec les bonhommes bleus. Là. Oui, oui, oui. Film vraiment plate, mais visuellement super beau. Dans le fond, le film nous arrive visuellement beau. Il a mal vieilli, là. Ouais. Si tu veux regarder, il a vraiment mal vieilli. Mais si tu vas regarder, puis tu regardes le film, puis là, au début, ça parle de la culture, ça parle de ci, là, t'es comme, OK, c'est intéressant. Dès que le film commence pour de vrai, quand l'action commence, c'est comme, c'est la même recette que d'habitude. C'est genre Pocahontas. C'est un peu comme si on avait dit, OK, on va te laisser faire ce que tu veux, mais rajoute ça. Ouais, mais c'est ça. On met tout le rayon, on met toute la diversité culturelle des navis. On vient tout builder genre une nature intéressante. On vient faire du world building, c'est tout beau. Puis là, dès que c'est fait, paf, on pète le ballon, puis on va dans le cliché. OK. Il y a quelque chose que je veux dire par rapport à ça, mais avant, je veux juste revenir un peu en arrière là, par rapport là, à ce que tu disais sur les animés puis les différents types de dessins. Puis je sais que ça va avoir l'air niaiseux, puis c'est un peu subtil, mais je ne sais pas si tu connais My Hero Academia. Je le connais, je ne l'ai pas vu, mais je connais. OK. Mais le Hero Academia, dans le fond, c'est une école de super-héros, là, si on veut. C'est dans un monde où 90% de la population ont un quirk, mais il y a certaines personnes qui ont des quirks vraiment poches, puis d'autres qui ont des quirks qui peuvent être un peu plus cool, tu sais. Comme, mettons, exemple d'un quirk. Un des quirks, ça peut être où ton doigt peut se transformer en lighter. Tu sais, c'est un quirk. Mais tu sais, tu n'iras pas chier loin avec ça, là. On s'entend dessus? Ouais. Puis, bref, en tout cas, mais il y en a qui c'est tout leur corps, ils peuvent devenir, en tout cas, bref, plein d'affaires de même. Puis, le héros principal du film, c'est un qui fait partie du 10% qui n'ont pas de quirk. Mais en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais à l'école de super-héros, chacun des personnages ont des pouvoirs puis ont quelque chose. Puis c'est quand même assez subtil, mais tu peux voir que chaque personnage a été dessiné dans un style différent des autres personnages et ça a un lien avec les pouvoirs qu'ils ont et dans le genre, justement, de style d'animé dans lequel était le personnage, un personnage sur lequel il a été inspiré. Fait que les personnages, ils sont dans le même animé, mais le style du personnage puis la façon dont il est dessiné, c'est quand même subtil, mais c'est quand même assez là pour que tu le vois. Puis ils vont être dessinés selon cette inspiration-là de où ils viennent dans l'histoire de l'animé un petit peu, genre.
Fait que, Wow. bref, ça, c'était juste ma parenthèse sur l'animé. Mais pour en revenir à Avatar ou tout ça, c'est que, tu sais, je peux comprendre que, tu sais, toute personne qui va créer un œuvre, que ce soit un dessin, que ce soit du ketchup, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, parce que les vêtements, ça rentre aussi là-dedans, là, tu sais, quand on pense au brand puis à tout ça. Ouais. Tu sais, le but, souvent, c'est de vivre, d'être capable de vivre de son art. C'est le but que la plupart des personnes ont. Et c'est là où ça devient problématique parce que c'est où est-ce qu'on fait le compromis entre là où mon œuvre et ce que je dois faire à mon œuvre pour que ça devienne un produit et que je puisse vivre de mes œuvres. Ouais, en fait, c'est qu'on va. Ouais, c'est ça. On vient sacrifier comme une couche de complexité parce qu'on n'a pas le choix. Parce que Exactement. ça devient un requirement à avoir. Puis ça, c'est triste parce que ça empêche justement un paquet de trucs d'exister. Mais exactement, mais tu sais, prenons un peu, on parle beaucoup de films parce que, comme tu dis, c'est un exemple facile, mais tu sais, Netflix, au début, quand ils ont commencé à faire des films, genre, il y avait des super bons films, puis ça sortait outside the box de la recette habituelle de Hollywood. Et de plus en plus qu'ils ont commencé à faire de l'argent avec les films, puis de plus en plus qu'ils font des films, de plus en plus la recette devient hollywoodienne, la recette qu'on connaît déjà. C'est comme plus qu'ils font de l'argent avec ça, moins ils prennent de chance, moins ils donnent la chance à d'autres personnes de créer des nouvelles affaires, ce qu'ils faisaient avant. Mais un bon exemple de ça, de ce principe-là, c'est souvent les groupes de musique. Mm-hmm. Parce que les groupes de musique, quand ils vont finir par pogner, ils vont pogner pour un style précis. Oui. Ce qui va souvent arriver, c'est que dans le développement du groupe, d'un CD à l'autre, généralement, ça va être de plus en plus pop. Mm-hmm. Il va y avoir une perte du style. Les musiques modernes sont très droites. Dans le fond, ils vont comme compresser le son pour que tout ait l'air plat. OK. C'est pas quelque chose qu'il y avait avant. Là. C'est que ça sonne, que tout sonne comme s'il y avait un plafond. OK, ouais. Ça, c'est quelque chose d'assez commun aujourd'hui. Fait que là, on voit vraiment comme quelqu'un qui part de sa diversité, puis là, plus il devient populaire, plus ça. Puis plus la diversité de ce qu'il fait s'en va, et souvent plus que sa popularité descend aussi. Non, souvent elle monte. Ah oui? Elle continue de monter. Ben, OK, c'est peut-être juste parce que moi, quand je commence à trouver ça que ça ressemble trop à ce que c'était, j'arrête, là. Parce que comme j'aime. Ouais, moi, je suis un vrai hipster, j'aime ça quand c'est unique. J'ai connu Pokémon. ça avant toi. Excuse-moi, oui. Pokémon? C'est comme Pokémon. Pokémon, ils ont la même recette depuis des années. Puis quand ils changent quelque chose, ben là, ça fait un choc. Là, tout le monde arrête de l'acheter. Mais tu ris, mais moi, genre, comme ils font des changements dernièrement dans le monde de Pokémon. Là, puis là, tu viens d'ouvrir une porte. Je m'excuse. Mais tu sais, comme à un moment donné, ils ont commencé à mettre des Pokémon qui étaient différents par rapport à la région. Là, j'étais ouh. Ça, c'est le fun, ouais. T'sais? Ou l'affaire que maintenant, chaque région a quelque chose de spécial dans le sens telle région a des Pokémon qui deviennent géants, telle région a des Pokémon qui deviennent telle affaire, tout ça. Puis là, c'est rendu leur nouvelle recette. T'sais? Puis, tu sais, ça, c'est la série de jeux principale. Mais prends Pokémon Legend of Arceus, par exemple. Le gameplay est différent, la façon de jouer. Le focus n'est plus sur les combats puis les batailles avec d'autres Master Pokémon, mais c'est l'exploration du monde, attraper. C'est vraiment le côté plus attraper des Pokémon. Je dirais que ça ressemble plus aux Pokémon que je rêvais quand j'étais enfant. Là. Exactement. J'aurais eu Pokémon Arceus quand j'étais enfant, je pense que je sais pas, je me serais chié dessus, là, genre, littéralement. Là. Ah, écoute, ben, moi, j'ai commencé à jouer il y a un mois, puis je suis encore dessus, là. Tu sais, je veux dire, j'ai du fun en esti, là. Comme j'aurais capoté ma vie à avoir ça enfant, là. Puis ça faisait des années que je jouais plus à Pokémon, puis je jouais à ça, je fais « Oh! C'est différent, enfin! »
Moi, je joue quand même à tous les jeux Pokémon qui sortent, là, comme le. Parce que Legend of Arceus, il est considéré comme un spin-off. Il n'est pas dans la série de jeux Pokémon. C'est pas un jeu original, c'est un spin-off. Mais même le jeu original, il va sortir bientôt. Là, je pense que c'est. Je me rappelle plus des noms, là, mais Velvet, Red, Scarlet, puis quelque chose, je Je pense pense. que c'est Velvet puis Scarlet, je pense que c'est ça. Ouais. Mais... Je suis quand même excité parce que moi, je triple là, sur les jeux Pokémon. Là. Mais bon. Mais s'ils peuvent intégrer les tests qu'ils ont fait dans Arceus puis les intégrer au jeu principal, ça peut être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Ben c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir expérimenter parce que c'est toujours dans la même recette, pendant que ça vient plate. Puis quand on regarde les compétiteurs de Pokémon, il y en a beaucoup qui ont innové, puis Pokémon est resté dans le même. Ils ont arrêté d'innover, puis ils sont pas punis parce qu'ils arrêtent d'innover, parce qu'ils vendent de plus en plus. Oui, mais en même temps, je pense qu'ils ont un peu compris la leçon parce que maintenant, ils essayent de Twitch quelque chose à chacun des jeux, tu sais. Fait que je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus le choix là, d'essayer de changer puis d'essayer de modifier un peu les choses, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, comme il y a un des jeux Pokémon, là, je ne me rappelle pas c'est lequel, mais c'est même plus une histoire là, puis c'est un des jeux de la ligne normale, puis c'est même plus une histoire là, d'aller dans des gyms battre des Dungeon Monsters, mais c'est plus c'est des îles, puis en tout cas, bref, c'est un autre concept. Mais celui-là, il a fait un backslash, mais moi, j'ai quand même trouvé ça agréable. Mais. Ouais, je ne me rappelle même pas des noms. Je sais que c'est sorti sur 3DS, puis ils en ont fait 2. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand on se met à suivre la recette, comme que ce soit la recette, ne serait-ce que les affiches de films, même pas le film en lui-même, une affiche de film. Avant, non, les posters. Ça, les trailers aussi. Ouais. Mais les trailers, c'est toutes les mêmes. Mais les posters, avant, tu avais des posters qui étaient beaux, originaux, qui sont devenus des œuvres d'art. À cette heure, les posters de films, si c'est un film d'action, tu sais d'avance que ça va être telle face au-dessus de telle face avec la moitié bleue, la moitié rouge, puis telle affaire là, puis telle affaire là. Même ça, c'est devenu des recettes. C'est ça. Ouais. Mais les trailers, là, c'est tout pareil. Là. Les trailers, tu regardes un trailer, c'est comme tout le temps la même musique, tout le temps le même truc. T'es comme, ouais, mais ça sert à quoi, là? Comme... Tease-moi le même film que tu m'as teasé pendant 300 ans. C'est à ça que ça sert. Ouais, mais tu sais, même des fois, même des bons films vont avoir un trailer, puis il va être comme tous les autres. C'est comme si on avait une recette un trailer, ça se fait le même. Ben, c'est ça. C'est même affaire. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, là, le problème de l'originalité puis le problème des bonnes choses, c'est à cause des recettes. C'est à cause des recettes, mais je pense que c'est aussi le fait que c'est ce que les gens ils veulent. Le principe, c'est que les gens vont consommer ça. Oui. Ils vont récompenser. Fait que mettons que je m'en vais au cinéma, je m'en vais regarder un film. Ben, c'est ce qu'on a parlé justement, en fait, dans la responsabilité consommateur. Là. Oui. Quand tu vas regarder un film, ben, tu encourages le film. Mais si les gens encouragent ce genre de film-là, puis c'est populaire, ils vont écouter ça. C'est le genre de film qu'ils vont continuer à faire. Ouais. Ben, justement, en ce moment, il y a une grosse nouvelle qui a fait une grosse polémique dans le monde de Disney. Tu sais de quoi je vais parler, hein? Tu le sais, hein? Vas-y. Dans le fond, c'est ça, Ariel est rendu noir. Mais je pense que c'était fait exprès parce que le principe, c'est pas de faire. Tu sais, je pense pas que les producteurs de Disney sont comme on va faire. Tu sais, ça va être révolutionnaire. Je pense que c'était plus pour faire un choc culturel. Puis que ce choc culturel-là amène de l'argent. Parce que dans le fond, les gens vont en parler. Fait qu'ils vont aller voir le film. Dans le fond, tu penses que Disney a plus fait ça dans un but de faire une promotion, puis parlez-en, puis tout ça, puis de montrer comme de la publicité gratuite, si on veut, dans le but
Puis dans le fond, ça ne serait pas nécessairement pour que les petites filles noires aient enfin un personnage auquel elles peuvent s'identifier dans le monde de Disney, là. Non, parce que je pense que ça ferait pas un choc si on arrivait avec quelque chose comme un nouveau film, puis que le personnage principal, ce serait une princesse noire. Là, c'est sûr que l'avantage d'avoir une Ariel noire, c'est que les petites filles qui sont afro-américaines, ben, ils vont pouvoir se reconnaître dans le personnage, ce que je trouve vraiment admirable. Mais je pense que plus, c'était pas de leur faire plaisir, mais c'était vraiment plus de faire parler. C'est plus le côté bénéfique du stunt promotionnel qu'ils ont fait, dans le fond. Écoute, on arrive à la fin du podcast. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais rajouter sur le sujet que tu penses qu'on a passé par-dessus ou whatever? En fait, la seule chose que j'avais que on n'a pas vraiment mentionné, c'est que je trouvais que c'était une perte d'argent, puis que cet argent-là, on pourrait la mettre à faire des films incroyables. On pourrait investir cet argent-là dans la nouveauté puis dans quelque chose de mieux. Ah ouais, c'est ça. On pourrait encourager des gens qui ont du talent puis qui se retrouvent à la rue parce que ils répondent pas aux standards de la société. Investir dans la nouveauté et dans la diversité. Dans la diversité. Puis dans le fond, j'ai un exemple de film, genre mettons The Arrival. C'est le film avec la fille qui essaye de communiquer là, avec les aliens. Là, les extraterrestres. Oui, OK. Les extraterrestres. Perception du monde que nous. Fait que là, ça fait un espèce de choc. Je dirais pas plus parce que c'est un gros spoiler. Mais ça, c'est bon. Hein? Ça faisait changement de la recette habituelle qu'on a des films avec des extraterrestres. Ah ouais, parce que moi, j'ai regardé ça, j'étais bon, c'était un autre film d'extraterrestres, recette préfaite. Finalement, j'ai été très, très, très agréablement surpris. Je vais dire, ça fait du bien, ça fait différent. Puis, dans le fond, des films comme ça, il y en a une tonne. Mais c'est que souvent, c'est qu'ils passent dans le beurre des autres films. Puis, ils passent pas au cinéma souvent. Avant que je pogne les nerfs et que je pète ma télé parce que je suis fâché, ceci est maintenant la fin du podcast. Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes épisodes. J'aime beaucoup finir mes épisodes avec un conseil / recommandation de la semaine. Donc, quel est ton conseil / recommandation de la semaine? J'ai commencé à utiliser un logiciel, OK? Ça s'appelle Joplin. Joplin. Puis moi, j'ai quelqu'un qui est bien de la misère à gérer ses affaires. J'ai genre mon cartable d'école, il est dans un bordel monumental. Puis je me suis dit, bon, il faut que je trouve un bon logiciel de notes. Puis j'en ai cherché. Puis vu que je suis comme un peu un ancien informaticien, ben j'aime les affaires qui sont standards, que tu peux prendre les textes puis les transférer dans d'autres logiciels. Là, j'ai découvert ce logiciel-là, puis ça me permet, dans le fond, tu peux le synchroniser avec le cloud que tu veux, que ce soit OneDrive, Dropbox. J'ai commencé à faire mes notes là-dessus, tout se synchronise ensemble, sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur mon laptop. OK, fait que dans le fond, ça te permet de t'organiser. Je tiens à préciser que ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, là. Mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être le suivant. Si à un moment donné, vous passez une journée relax à écouter la télé, jouer à des jeux vidéo, que vous êtes dans votre bulle, si tout d'un coup, vous commencez à avoir super mal au cœur, out of nowhere, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est peut-être parce que vous avez oublié de manger dans la journée. Juste comme ça. Fait que prenez le temps de manger. Conseil bien simple, mais quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Donc, toujours important d'être à l'écoute des besoins de son corps. Puis besoin dans le terme de besoin, là, pas dans le terme de défécation, là, OK, on s'entend. Déjà, assez de monde de même sur Internet qui pense que je suis scatophile, je ne vais pas en rajouter. Et là-dessus, ouais, écoute, je te raconterai ça un jour. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment porter des lunettes fumées la nuit et quand même avoir l'air cool. La grosse maladresse vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.